Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Ça fait maintenant un mois que j'ai l'occasion de jouer avec le Fuji X100V et donc c'est le moment pour moi de vous en faire un retour d'expérience. C'est parti! Comme dit dans l'introduction, ça fait maintenant un mois que je joue avec le Fuji X100V. Je l'ai en prêt de Fuji Belgium, que je remercie au passage de me l'avoir prêté pour pouvoir le tester. C'est maintenant le temps de faire un petit peu un récap de ce que j'en pense et de vous donner un petit peu un aperçu de mon point de vue sur ce boîtier. Alors je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas une vidéo de test en détail, simplement pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai pas envie de faire une vidéo purement technique, et ensuite aussi également parce que forcément, moyennant le confinement, je n'ai pas pu l'utiliser comme j'aurais voulu à la base. Ceci dit, j'ai quand même eu l'occasion de l'employer dans pas mal de situations, surtout en intérieur et dans des photos plutôt pour une utilisation personnelle, et du coup je peux à ce moment-là un petit peu vous donner mon point de vue, et vrai que ce boîtier ne manque pas de polyvalence. Pour commencer, voyons donc ses caractéristiques principales. Il s'agit donc d'un appareil photo compact à focale fixe de 23 mm, donc équivalent 35 mm en plein format, avec une ouverture maximale de f2. Pour capter l'image, on a un capteur de 26 mégapixels APS-C X-Trans 4 qui est dedans, donc c'est exactement le même capteur qu'il y a dans le XT3 ou dans le X Pro 3, donc au niveau des performances du capteur, il n'y a vraiment pas de souci. Alors c'est un boîtier compact, mais un boîtier compact qui est construit vraiment de manière très solide. D'ailleurs, il est quasiment tropicalisé. Je dis quasiment parce que si vous le prenez de base, il est résistant à l'humidité et aux poussières, mais si vous voulez avoir une tropicalisation complète, il faut à ce moment-là prendre un accessoire complémentaire qui vient se visser en fait sur l'avant de l'objectif et qui assure donc en fait l'étanchéité au niveau de la lentille. Alors au niveau poids, il fait un petit peu plus de 400 grammes, donc c'est encore relativement léger. Vous voyez qu'au niveau taille, on a quelque chose de très compact. Ça rentre facilement dans un sac, voire même dans une poche éventuellement. Donc c'est un appareil qui s'emporte très facilement avec soi. Côté ergonomie, on retrouve vraiment tous les boutons qui en font un appareil à utilisation, je veux dire, analogique. Je veux dire par là que ce n'est pas l'ergonomie d'un réflexe ou d'un hybride classique. On retrouve vraiment des boutons pensés à la manière Fuji, avec les réglages qui sont directement accessibles, avec un bouton pour la vitesse d'exposition, un bouton pour avoir le réglage des ISO, vous avez à ce moment-là la compensation d'exposition, forcément le déclencheur. Vous avez le réglage de l'ouverture qui se fait autour de l'objectif. Vous avez également une bague qui tourne qui permet, quand vous êtes en mise au point manuelle par exemple, de faire la mise au point. Et derrière vous avez également encore différents boutons qui sont présents. Je ne vais pas tous les passer en revue tellement il y en a. Mais il y a quand même quelques nouveautés par rapport au modèle précédent. Notamment par exemple qu'on a la présence ici maintenant d'un petit joystick comme il y a sur le X Pro 3. On a également dans les nouveautés, on a aussi la lentille qui a été changée, donc ce n'est plus la même version d'optique, c'est toujours un 23 mm f2 par rapport au X100F, mais c'est la version 2 qui corrige pas mal de problèmes qu'il pouvait y avoir avec, notamment les déformations sur les bords, également une amélioration de la netteté pour les gros plans. Et on a donc aussi sur le X100V un écran qui est simplement basculable. Donc quand je dis simplement, ça veut dire que ce n'est pas sur une rotule, mais vous pouvez totalement le mettre vers le haut ou vers le bas, ce qui va permettre de prendre des clichés en mode poitrine ou éventuellement prendre un cliché de plus haut. Ça fonctionne très bien aussi. L'écran n'est pas forcément toujours facile à sortir. Il y a un petit ergot sur le côté. Il faut tirer dessus pour le prendre, mais ça n'empêche qu'une fois replié, il rentre totalement dans le corps du boîtier et dans ce cas-là, on ne risque pas de l'accrocher. La particularité principale de ce boîtier, c'est surtout au niveau de la visée. On a en fait une visée télémétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez à travers la petite fenêtre qui est ici. Et donc quand vous regardez, en fait, vous ne voyez pas tout à fait dans le même axe que l'objectif, ce qui induit un effet de parallaxe. C'est une autre manière de prendre les prises de vue. L'avantage, c'est qu'en fait, vous voyez un petit peu plus large que ce qui est réellement cadré. Et pour vous aider en fait à voir ce qui est cadré, vous avez une superposition d'informations dans le viseur avec en fait un cadrage qui vous montre en fait ce que vous allez pouvoir capturer en fonction de la distance où vous êtes, parce que plus vous êtes proche du sujet, plus ce cadre va se rapprocher en fait de l'angle inférieur ici, et plus vous êtes loin, plus il va remplir le cadre. Ce viseur a également la possibilité de fonctionner de manière hybride, c'est-à-dire que quand vous êtes en visée télémétrique, vous allez pouvoir ici, en jouant avec le petit commutateur, en le poussant à ce moment-là vers la gauche, afficher ou masquer un mini écran qui rentre dans le coin de la visée, qui va vous montrer un aperçu de l'image, ou alors vous pouvez simplement employer le même commutateur et aller vers la droite, et dans ce cas-là vous passez par une vraie visée électronique. Donc finalement vous pouvez l'employer en visée télémétrique avec assistance et avec une visée électronique totale. Chose intéressante aussi dans ces petites caractéristiques, c'est qu'il inclut un filtre ND, donc vous pouvez dans les menus activer le filtre ND de 4 stops qui va vous permettre à ce moment-là forcément de faire des pauses un petit peu plus longues. L'air de rien, 4 stops c'est pas négligeable. Si vous voulez faire une pause longue en soirée ou quoi, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera, c'est largement suffisant.
Donc en photo, vous avez donc des photos de 26 mégapixels avec un ratio de 3:2, ce qui est classique pour de l'APS-C. En vidéo, là, vous avez quand même une grosse amélioration par rapport aux versions précédentes, parce qu'ici, on peut obtenir de la 4K jusqu'à 30 images par seconde en 4:2 et éventuellement de la 4K DCI, et ça en 8 bits en interne et en 10 bits via la sortie HDMI. En Full HD, là on peut monter jusqu'à 60 images par seconde, ce qui permet à ce moment-là de faire des ralentis. Donc côté vidéo, c'est également une grosse amélioration, et donc cet appareil, même s'il est vraiment dédié à la photographie, permet quand même de réaliser des photos. Chose intéressante à noter, c'est qu'il dispose également du profil F-Log. Je sais que mon ami Pierre de la chaîne des éleveurs de pixels et David Monsieur Caméra sont hyper fans de ce profil F-Log qui permet de faire de l'étalonnage vraiment de manière très souple. Moi je suis pas très vidéaste, donc je ne suis pas le meilleur pour vous en parler, mais sachez quand même que le X100V dispose du F-Log. Alors forcément, il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées au boîtier, je ne vais pas toutes les détailler tellement la liste est longue, mais vous avez toutes les possibilités de bracketing, d'exposition, de balance de blanc, même la bracketing de simulation de film, ça je vais en reparler parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez toutes les simulations de films Fuji avec de nouveaux modes qui sont apparus, notamment le classique négatif si je ne me trompe pas, qui donne des rendus vraiment comme des anciens films photos que j'aime beaucoup. Et vous avez également le profil Eterna qui est très apprécié, notamment pour faire des vidéos si vous ne voulez pas le faire en F-Log. Côté stockage, on va simplement mettre une carte SD dans le boîtier, rien de particulier à noter de ce côté-là. Côté autonomie, chose intéressante, c'est qu'elle est extrêmement bonne. Alors je dis extrêmement bonne parce que j'étais agréablement surpris par une chose qui vient d'un des défauts que je trouve au boîtier sur lequel je reviendrai plus tard. Il s'avère que l'on active et désactive accidentellement le boîtier très facilement. Pour moi, ça fait partie des choses que je reparlerai après, mais le commutateur on-off est mal positionné, ce qui fait que quand on le met ou qu'on l'enlève du sac, on arrive très rapidement à allumer le boîtier. Et malgré ça, l'autonomie reste très bonne. C'est-à-dire que deux choses sont intéressantes. La première, c'est que l'autonomie de la batterie est vraiment bonne. Et en plus, la gestion d'économie d'énergie fonctionne très bien. Si votre boîtier n'est pas utilisé, il ne consomme rien. Il va directement se mettre en mode veille. Enfin, directement, après quelques temps, il se met en mode veille. Et en mode veille, il ne consomme alors vraiment rien. Alors passons maintenant un petit peu à ce que je pense de ce boîtier et de mon expérience. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai employé maintenant depuis un petit peu plus d'un mois. Je n'ai pas pu l'employer dans les circonstances que j'aurais voulu puisque forcément confinement oblige. Mais j'ai quand même pu l'utiliser dans pas mal de situations personnelles. Donc aussi bien pour de la photo en intérieur que de la photo un tout petit peu en extérieur lors d'une balade avec mon fils et ma femme. Et du coup j'ai pu l'utiliser dans différentes circonstances. Il s'avère que ce boîtier est vraiment très polyvalent. En fait, de par sa focale, vous pouvez vraiment faire un petit peu de tout avec. Un équivalent 35 mm, c'est vraiment une focale passe-partout. Vous pouvez faire du paysage, vous pouvez faire de la photo de rue, vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire des gros plans avec, parce que le boîtier est capable de faire une mise au point jusqu'à 10 cm, ce qui va vous permettre d'avoir un ratio d'à peu près 1/4. Donc ça vous permet quand même déjà de faire un petit peu de proxy photographie également aussi. Dans l'utilisation, le boîtier se comporte vraiment très bien. Vous le sortez, vous l'allumez, en une fraction de seconde il est prêt. Vous avez tous les réglages qui tombent sous la main, c'est juste un coup à prendre. Moi je suis pas tellement habitué aux appareils Fuji. En gros c'est le deuxième que j'ai en main, et malgré ça je n'ai vraiment pas eu de problème pour le prendre en main. Tout est clair. Tous les boutons sont à la bonne place, à l'exception du bouton d'alimentation. Vous avez vraiment une prise en main qui est très bonne, le grip est vraiment bon aussi, il pourrait être un tout petit peu plus prononcé, mais bon, on est sur un appareil photo compact, on n'est pas non plus sur un hybride. Vraiment rien à redire de ce côté-là. Le viseur est de très bonne qualité, la visée optique est très bonne, la visée numérique est vraiment excellente, le viseur électronique est vraiment de très bonne qualité. Je le trouve peut-être un tout petit peu trop contrasté. Honnêtement, j'ai pas regardé si je pouvais le corriger ou non. Je le trouve un tout petit peu contrasté par rapport à la réalité. L'écran arrière fonctionne particulièrement bien aussi. La seule chose que j'aurais peut-être voulu moi ici, c'est qu'il soit plus facile à sortir et j'ai tendance à fort accrocher. Mais sinon, c'est un boîtier qui est vraiment très agréable à utiliser, et je trouve que ce qui est intéressant dans son utilisation, c'est qu'il change un petit peu la manière de voir les choses. C'est un boîtier qui, pour moi, force un petit peu à anticiper ce que l'on va photographier, surtout si on utilise la visée télémétrique. Vu que ce que l'on voit dans le viseur n'est pas exactement ce que l'on va avoir sur l'image, qui est un petit peu contradictoire pour un appareil photo finalement hybride, ça va demander de réfléchir et donc de un petit peu plus travailler sa composition. L'avantage aussi, c'est que vous avez tous les réglages qui sont disponibles même quand le boîtier est éteint. Vous pouvez très bien arriver quelque part et dire ok, je veux shooter f5.6, je veux être un 60e de seconde et je vais me mettre sur ISO 400. Vous allumez votre boîtier, vos réglages sont faits, vous n'avez plus qu'à déclencher. Donc c'est une autre manière, une autre approche de la photo que je trouve assez intéressante, qui n'est pas forcément celle qui me correspond le plus,
mais j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre des photos avec cet appareil, simplement parce qu'il m'oblige un petit peu à me poser, à réfléchir un petit peu plus, plutôt qu'à déclencher et finalement à tirer quelque chose d'intéressant dans le lot. Dans les choses qui m'ont vraiment beaucoup plu sur le boîtier, et ça c'est quelque chose qui est assez classique chez Fuji, ce sont les simulations de films. C'est sans doute pour moi les seuls boîtiers qui permettent d'utiliser des JPEG directement à la sortie du boîtier. Tout simplement parce que les rendus colorimétriques que l'on va avoir au niveau des simulations de films sont vraiment superbes. Il y a vraiment un caractère dedans. Après, il faut les aimer bien sûr. Moi, je les aime bien. C'est pas forcément ceux que je préfère, mais en tout cas, je trouve que le rendu est largement suffisant. C'est-à-dire que c'est une excellente qualité. Après, il y a toujours une question de goût et de couleur là-dedans. Moi, il y en a certains que j'aurais voulu plus contrastés, moins contrastés, etc. On peut d'ailleurs les ajuster dans le boîtier. J'ai pas forcément pris le temps de le faire, parce que moi, mon principe, c'est de toute façon de traiter les RAW derrière. Mais si vous voulez shooter en JPEG, je pense que forcément, la seule marque qui peut éventuellement vous le proposer, c'est Fuji grâce à ces simulations de films. Et le boîtier ici dispose de toute la panoplie que vous pouvez imaginer, y compris des profils qui n'étaient pas présents dans les anciennes versions, notamment le classique négatif qui est vraiment superbe. Alors comme vous pouvez le voir, je vous fais passer différentes images que j'ai pu réaliser avec, vraiment que ce soit au niveau de la plage dynamique, que la gestion du bruit, que la mise au point, j'ai pas eu de soucis. L'autofocus est bon. Je ne vais pas dire qu'il est excellent parce que forcément si je prends un réflexe ou un hybride, gros boîtier je vais dire, je vais avoir de meilleures performances en termes d'autofocus, mais pour un boîtier compact, les performances d'autofocus sont vraiment très bonnes. Même le suivi sur l'œil fonctionne relativement bien, c'est pas parfait, c'est pas ce que je mettrais en avant principalement pour le boîtier, mais en tout cas ça fait le job, et une fois qu'on a compris un petit peu comment il fonctionne, parce que bon, chaque boîtier a un petit peu ses particularités, d'ailleurs vous pouvez au niveau du Fuji ici, par exemple définir une plage de mise au point, c'est-à-dire que vous savez que vous allez faire la mise au point entre 2 et 3 mètres par exemple, comme ça l'autofocus ira beaucoup plus vite chercher le sujet. En tout cas, la mise au point fonctionne, il est très précis, ça c'est quelque chose d'important, c'est que je n'ai quasiment pas eu de raté au niveau de la mise au point, même en basse lumière. Parfois, ça met un petit peu de temps pour arriver au bon endroit, mais généralement, la mise au point est au bon endroit. Et ça, c'est ce que je pense qui est le plus important, même si parfois ça prend un tout petit peu plus de temps, au moins on est sûr et certain que l'autofocus fonctionne correctement. Pour mon utilisation, vraiment ce que j'ai préféré faire avec, c'est l'employer avec le bracketing de simulation de film. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est particulièrement bien pensé. C'est-à-dire que vous mettez l'appareil dans le mode qui est le bracketing de simulation de film et vous pouvez choisir 3 simulations de film. Et dans ce cas-là, quand vous prenez les photos, vous allez avoir le RAW, voire même les RAW en fait, et les 3 JPEG qui vont être sortis. Si vous shootez à la fois en RAW et en JPEG. C'est très intéressant parce que ça veut dire que vous ne devez pas changer les réglages. Vous pouvez vous dire, ok, moi généralement j'aime le style Eterna, j'aime le style Acros qui est donc le noir et blanc, enfin un des noirs et blancs plutôt, j'aime le style classique négatif, mais parfois pour une scène l'un marche mieux que l'autre et donc dans ce cas là ce que je vais faire c'est configurer le bracketing de simulation de film. Je le fais d'office les 3, vous prenez une photo, vous avez les 3 fichiers qui sont directement présents avec la simulation de film et donc dans ce cas là vous n'avez pas besoin de reprendre vos photos, au moins vous êtes sûr et certain que vous avez le rendu qui est pris. J'ai énormément utilisé cette fonction là et ça c'est vraiment très appréciable. Vous pouvez également dans les paramètres par exemple activer les couleurs un chrome qui vont vous permettre d'avoir une plus grande densité dans les zones claires ou dans les zones foncées suivant ce que vous voulez faire. On peut également ajouter de la simulation de grains qui est assez jolie d'ailleurs au niveau du boîtier, donc vous pouvez vraiment employer ce boîtier pour shooter totalement en JPEG. De nouveau, c'est pas ma façon de faire, mais en tout cas pour ceux qui veulent le faire, ce boîtier répond totalement à ses besoins. Alors venons-en maintenant aux points forts et points faibles du boîtier, vraiment ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé sur le boîtier. Ce que j'ai aimé, c'est son ergonomie globale, c'est-à-dire la manière dont on le prend en main, la manière dont les boutons sont pensés. C'est vraiment quelque chose qui donne envie de prendre l'appareil en main, de le coller à l'œil et de prendre des photos. Une fois qu'on a pris un petit peu l'habitude de la position, des réglages, franchement, ça passe nickel. L'optique est vraiment d'excellente qualité, aussi bien de près que de loin, à pleine ouverture qu'à petite ouverture, de centre au bord. Franchement, la qualité elle est vraiment nickel. C'est un objectif qui pour moi est vraiment hyper qualitatif. Et en plus de ça, le fait qu'il puisse faire la mise au point très proche, moi c'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours aimé les objectifs qui sont très polyvalents de ce côté-là, simplement parce que ça vous permet de garder en fait, notamment avec un 35 mm, du contexte tout en étant proche d'un objet et donc de lui donner de l'importance tout en ayant un petit peu de décor autour.
Dans les autres choses que j'ai bien aimé, comme vous l'avez compris, il y a le principe de bracketing de simulation de film et les simulations de film qui vous permettent d'avoir directement des JP qui sont directement de qualité à la sortie du boîtier avec des vrais rendus de couleurs, pas comme ce qu'on trouve généralement sur la plupart des marques qui ont vraiment un côté digital et assez infâme finalement une fois qu'on a un petit peu l'habitude de rendu de ce genre là. Donc vraiment c'est les choses que je mettrais en avant par rapport à ce boîtier là, c'est l'ergonomie, c'est la manière de travailler avec, c'est la façon dont il est pensé, sa construction qui est d'ailleurs irréprochable aussi, il est vraiment très solide, on l'a bien en main, c'est pas le plus léger mais ce poids permet d'avoir une certaine stabilité. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais le capteur de ce boîtier n'est pas stabilisé, donc forcément ça peut être un inconvénient ou pas. Moi honnêtement ça ne m'a posé aucun problème de ce côté là parce qu'en plus de ça on le tient très bien en main et comme il n'est pas très grand mais qu'il a un petit peu de poids quand même, on est très stable, il n'a pas tendance à pencher en avant ou quoi que ce soit. Donc vraiment très agréable à utiliser. Maintenant c'est un appareil qui je pense mériterait d'avoir quelques petites améliorations qui le rendraient vraiment nickel. Moi il y a deux choses qui m'ont particulièrement dérangé. La première c'est juste un problème de conception et d'ailleurs c'est pas le seul appareil Fuji qui a ça, c'est le bouton marche arrêt. C'est le pire endroit où on puisse le mettre. Si ici je vois qu'il est en off, à partir du moment où je le mets dans le sac, je vais frotter contre un bord et je vais l'allumer. Au moment où je vais le sortir, je vais l'éteindre. Il suffit d'un tout petit frottement, et pourtant le boîtier est neuf, donc on ne peut pas dire que le bouton soit usé. Il suffit d'un tout petit frottement et ce boîtier s'allume et s'éteint pour un oui ou pour un non. En plus de ça, j'ai eu un mauvais réflexe à un moment. J'ai eu il y a quelques temps des boîtiers bridge en main. Et sur un boîtier bridge ou sur un autre appareil compact, vous avez généralement un bouton qui est exactement au même endroit, qui a exactement le même principe de fonctionnement, donc gauche-droite, et qui permet de faire fonctionner un zoom. Et la première fois que j'ai pris le boîtier en main, je ne sais pas pourquoi, je sais que c'est une focale fixe, j'ai quand même essayé de zoomer avec. Forcément, au moment où j'ai voulu prendre la photo, je l'ai éteint. Voilà. Donc pour moi, le bouton on-off, le déclencheur, lui, il n'y a pas de problème, il est exactement au même endroit, mais celui-là, il pose pas de problème. Mais le bouton on-off, il doit absolument bouger ailleurs, il ne doit pas dépasser, il faudrait quelque chose qui le protège. En tout cas, il faudrait un moyen qu'on active ou désactive pas ce bouton accidentellement. L'autre chose, et ça c'est peut-être une question de goût, c'est au niveau du viseur. Autant le viseur électronique, je l'ai adoré. La visée télémétrique, je pense que c'est moi qui ne suis pas tout à fait pour, parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de ça, et du coup le fait d'avoir en fait les informations de cadrage qui changent. Donc par exemple ici, si je fais la mise au point directement sur vous là au niveau de la vidéo, en fait je vais voir quoi? Je vais voir simplement que j'ai quasiment la totalité de l'image qui est prise. Si maintenant je fais la mise au point sur ma main, en fait j'ai le cadrage qui recule totalement dans un coin. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est perturbant parce que vous êtes près d'un objet, vous essayez d'en faire la photo et vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas du tout centré. Simplement pourquoi? Parce que vous avez l'effet de parallaxe qui fait que vous ne regardez pas dans l'axe de l'objectif et donc vous avez une espèce de déformation de visée qui apparaît. Et ça c'est un coup à prendre. Moi ça m'a un petit peu dérangé, mais bon, je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est vraiment pas un problème. Le point faible que je lui mettrais, c'est pas ça. En fait, ce que je lui mettrais comme point faible, c'est le mode hybride, c'est-à-dire c'est le mode télémétrique avec le petit viseur intégré. Vous avez le mode comme je l'ai ici, je ne sais pas d'ailleurs si vous le voyez, mais il y a en fait ici un mini écran qui s'affiche dans le viseur. Alors l'idée en soi est très bonne, mais je trouve qu'il est déjà trop petit. Et s'il était plus grand, il cacherait une partie de la visée, ce qui n'est forcément pas possible. En plus de ça, et ça doit être dû notamment au fait qu'avec les années, je n'ai plus une vue parfaite, quand vous regardez à la fois la scène et à la fois l'écran, moi je n'arrive pas à voir les deux nets. Alors ce que j'ai fait, forcément, j'ai corrigé la dioptrie au niveau de la visée avec le petit bouton qui est ici, et donc j'ai réglé la dioptrie pour avoir en fait une vue nette dedans. Et du coup, quand j'ai la vue nette dans le viseur, j'ai la vue qui est floue sur le petit écran. Et si je mets la vue nette sur ce petit écran là, j'ai le reste du viseur qui est flou. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui, même si l'idée est vraiment très bonne, peut poser problème si, comme moi, vous avez une vue qui n'est pas parfaite et surtout qui n'est pas corrigée, parce que je ne porte pas de lentilles, je ne porte pas de lunettes, et donc ma vue n'est pas corrigée. Peut-être que si je portais des lunettes ou des lentilles, que le problème ne se poserait pas. Autre point qui me dérange un petit peu, et bon ça de nouveau c'est une question de goût, le fait d'avoir un viseur télémétrique impose forcément d'avoir le viseur qui se trouve décalé par rapport au centre de l'appareil, et donc finalement vous êtes quasiment obligé de viser avec l'œil droit pour fonctionner.
Et moi ça me dérange, j'ai pas l'habitude de viser avec l'œil droit toujours, je vise parfois avec l'œil droit, parfois avec l'œil gauche, et je trouve ça bizarre en fait de ne rien avoir ici devant l'œil. J'ai l'habitude d'avoir en fait l'appareil qui est devant mon visage, et je trouve ça plus naturel. Chose à dire aussi, c'est que l'œilleton n'est pas ultra confortable, en fait il est dur. C'est pas du caoutchouc, c'est un élément qui est totalement dur, et donc quand on a l'habitude en fait d'avoir un œilleton qui ressort plus de l'appareil avec un caoutchouc qui vient vraiment bien épouser la forme de l'œil, c'est quand même plus agréable. Mais de nouveau, c'est un appareil photo compact, on peut pas tout lui demander. Donc ça c'est vraiment deux points qui pour moi m'ennuient, mais le principal c'est vraiment le bouton on off, ça c'est je comprends pas. De l'avoir mis là, je comprends vraiment pas. Un point qui pourrait être amélioré mais qui n'est pas mauvais en soi, c'est l'autofocus. Alors de nouveau, je parle ici de l'autofocus par rapport aux appareils photo globalement. Pour un appareil photo compact, il est plus que très honorable, c'est-à-dire qu'il se débrouille très bien même pour un appareil photo compact. Mais bon, quand on sait que dedans on a le capteur du X-T3, on pourrait s'attendre aux performances au moins égales à celles du X-T3. C'est pas aussi rapide. Alors je pense que le problème n'est pas vraiment les capacités d'autofocus de l'appareil, mais plutôt de l'objectif qui est ultra compact et qui donne donc un système de motorisation qui n'est pas des plus rapides. Mais au moins il est précis et ça c'est le plus important. Alors pour conclure, est-ce que je vous conseillerais cet appareil? Ça va dépendre énormément de votre pratique de la photo. Je pense que c'est le genre d'appareil qu'il ne faut surtout pas acheter sur base d'un bête conseil ou quelqu'un qui vous dit que c'est le meilleur appareil, etc. etc. Parce que c'est un appareil qui a, je veux dire, entre guillemets, du caractère. C'est un appareil qui ne va pas correspondre à toutes les utilisations. Déjà, il faut avoir envie d'employer la visée télémétrique. Et il faut avoir envie d'avoir un viseur sur le côté. Il faut aussi se faire au fait que c'est un appareil compact, qui a une focale fixe. Donc ce sont des éléments qui peuvent vous séduire, et si vous aimez ça, cet appareil est vraiment génial. Si maintenant ce sont des éléments qui vous embêtent, n'allez pas vers ce genre de boîtier là. Prenez un appareil photo avec objectif interchangeable, un hybride, tout ce qu'il y a de plus normal, genre X-T3, X-T4. Si maintenant vous prenez un appareil photo compact et que les caractéristiques en fait de ce boîtier vous plaisent, dans ce cas-là vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment c'est un boîtier qui est très plaisant à utiliser, la qualité d'image est au rendez-vous, on a une bonne qualité même en basse lumière, vous voyez dans les photos que je fais passer au cours de la vidéo, franchement les photos sont impeccables, j'ai vraiment rien à redire. On a une ergonomie qui est vraiment bien pensée, les menus de Fuji sont très agréables. Petit point quand même que j'ai pas précisé dans les négatifs, mais je le dis maintenant. S'il y a une chose qui peut être améliorée dans les menus Fuji, c'est pas l'organisation, c'est le fait que quand on en sort et qu'on en revient, on aimerait retomber au même endroit où on était. En fait, dans les menus Fuji, dès que vous sortez du menu, vous revenez au démarrage des menus. Et donc, vous devez reparcourir toute l'arborescence si vous étiez quelque part. Alors que toutes les autres marques, généralement, ils vont directement au bon endroit. Donc ça, c'est aussi une petite amélioration. C'est pas bien grave, mais forcément, quand on a du bon matériel en main, on va chercher des petits détails pour pinailler. Donc si vous avez un appareil photo compact avec focale fixe et visée télémétrique vous intéresse, je vous conseille de l'essayer. Franchement, l'expérience est agréable. C'est quelque chose de très particulier, ça fait réfléchir autrement. Vraiment, je ne prends pas les photos de la même façon. J'ai un petit peu retrouvé ce que j'ai quand j'emploie un appareil photo argentique, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus réfléchir avant de déclencher, là où avec un réflexe ou un hybride, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai tendance à déclencher plus vite et à réfléchir après. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sympa pour ça, c'est une belle expérience d'utilisation. Vous pouvez l'employer tout aussi bien pour du reportage que de la photo de voyage, même du portrait. Bon, forcément un portrait cadré un petit peu large, mais finalement ce boîtier est capable de faire n'importe quoi. Vous avez même vu dans les photos que j'ai fait passer, j'ai même fait une espèce de photo de produit avec une pince que j'ai photographiée. J'avais monté un énorme flash dessus, ça passe très bien aussi. C'est vraiment un boîtier qui est ultra polyvalent. Les 35 mm, c'est vraiment quelque chose qui est passe-partout, vous pouvez faire de tout avec. Voilà donc pour cette vidéo sur le Fuji X100V. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. Donc je rappelle, c'était pas un test que j'ai voulu faire, pas du tout, parce que j'ai pas vraiment envie de faire ça et j'ai pas eu vraiment l'occasion à cause du confinement. Mais je voulais quand même vous faire part d'un retour d'expérience et du mois que j'ai passé avec cet appareil et du ressenti que j'en ai. D'autant plus que c'est un style d'appareil qui est quand même très particulier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.